Salut à toutes et tous, c'est Yacine et bienvenue dans ce nouvel épisode de Dans la tête d'un CEO. Je regarde car nous sommes un peu en vidéo là. Beaucoup d'enthousiasme aujourd'hui, l'entrepreneuriat est à l'honneur et pour l'occasion on va en discuter avec Nicolas. Comment vas-tu cher Nicolas ? Bonjour Yacine, écoute, ravi d'être avec vous ce matin et avec toi particulièrement. Je me suis dit c'est attention, vraiment tu cool. vas pas me vous voyez quand non, même. non, pas du tout. Où sommes-nous cher Nicolas ? Alors on est, tu vois, au 1 Haussmann, ici, dans le lieu de la banque privée. C'est notre siège, c'est là où on reçoit nos clients, c'est là où nos collègues travaillent. Donc tu vois, on se sent bien, on est chez nous. Alors on rassure les gens, on va parler évidemment d'argent, ça devrait intéresser pas mal de personnes. Absolument. On va aussi et surtout parler d'entrepreneuriat. Tu m'as parlé de banque privée. Et je ne vais pas le citer pour toi. Mais quelle est la marque derrière cette banque privée ? Je vais y arriver. Sois Corpo, Nicolas. Alors, BNP Paribas Banque Privée, c'est la première banque privée en France, la première gestion de fortune. Et donc, on accompagne les familles, les entrepreneurs, à la fois dans leur gestion patrimoniale et leur gestion financière. C'est ça qui fait notre particularité. Et puis, on a plus de 1000 banquiers partout sur le territoire pour aider, pour accompagner nos entrepreneurs, et tous sont certifiés. Donc on a des banquiers chez nous et je suis très fier d'eux, des banquiers de très haut niveau. Et on les salue s'ils nous écoutent. Ils nous écoutent ou pas ? Je pense, oui. Le petit lundi matin avant le premier rendez-vous client, ils s'inspirent de leur boss. C'est ça. Bon, plus sérieusement, on va parler d'argent. J'ai vraiment envie de comprendre comment vous accompagnez et surtout... Allez, disons-le, j'ai l'impression que c'est un sujet un peu tabou. Mes auditeurs savent, moi j'ai étudié au Canada, donc quand je suis rentré en France, je demandais le salaire de tout le monde. Je me suis senti très gêné rapidement, mais on va revenir là-dessus. Juste pour qu'on comprenne, pour les gens qui nous écoutent, à quel moment il faut contacter la BNP Banque Privée ? Comment vous accompagnez les entrepreneurs ? Est-ce qu'il y a des typos ? C'est quoi les contraintes ? C'est le moment de faire la pub là. Exactement. Alors tu vois, l'entrepreneur ou nos clients, ils ont le choix entre finalement être autonomes, faire leurs opérations eux-mêmes ou d'être accompagnés. Et tu vois, je vais prendre un premier exemple. Dès lors que tu fais un achat immobilier, dès lors que tu as une entreprise, est-ce qu'il faut faire une holding ? Est-ce qu'il faut faire une SCI ? Quel choix de ma structure patrimoniale ? Certains se marient, donc quel régime patrimonial prendre ? Quels sont mes objectifs patrimoniaux ? Donc finalement, est-ce que je veux transmettre ? Est-ce que je veux avoir plus de revenus, etc. Donc tout ça se travaille. Donc tu as le choix entre soit être autonome ou soit te faire accompagner. Pareil côté gestion financière, dès lors que tu as un capital, que tu as levé de l'argent, qu'est-ce que je fais de ces fonds ? Est-ce que je suis autonome ou est-ce que je me fais conseiller ? Et souvent, on observe que lorsque tu es conseillé, eh bien généralement, tu as plus de revenus parce que tu n'es pas biaisé dans tes placements. Donc je pourrais revenir sur cette notion. Je suis curieux juste sur la partie levée de fonds, parce que la première partie, donc gestion du patrimoine, on est plutôt sur le côté perso. Oui. Et quand tu lèves des fonds, vous allez conseiller aussi sur la manière de les déployer sur les 12 ou 24 prochains mois ? Comment ça se passe exactement ? Alors ça, c'est plutôt le business côté entreprise. Et on travaille main dans la main avec les charges d'affaires entreprises qui travaillent à côté des banquiers privés pour justement accompagner les entrepreneurs sur leur partie business. Mais dès lors qu'il y a des cash-out, des sessions, qu'elles soient partielles ou pas, c'est là où on intervient à titre personnel sur leur holding patrimonial. Ça, très clair, et justement je fonce la tête la première dans les exits, dans justement ces sorties. Donc le principe c'est que les gens lèvent des fonds, mais qu'au bout de la deuxième, troisième levée, parfois il est important de capter de la valeur qu'on a créée, parce que c'est que de l'equity. Qu'est-ce que tu observes là-dessus ? À quel moment, et vraiment c'est un sujet, j'essaie d'en parler avec des entrepreneurs, et ça dépend. Je crois que même une série A, les gens sortent pas forcément, mais apparemment aux US on te recommande de faire du cash out, c'est bien perçu, donc... C'est quoi ton opinion là-dessus ? Dès lors que l'entrepreneur il est engagé, qu'on sait qu'il y a un business model, je pense que c'est important qu'il puisse aussi se rémunérer. L'entrepreneur, et on y reviendra peut-être, il engage son propre capital, il engage le capital des autres. À un moment donné, sa rémunération, c'est bien son exit. Et donc, nous, on est plutôt incitatif, on lui recommande de le faire. Et pour ça, il faut le préparer, d'où l'accompagnement d'une banque privée pour préparer cette sortie de fonds. Ok. Elle se passe comment exactement ? Alors, très concrètement, moi j'ai l'exemple régulièrement, même si en ce moment la conjoncture fait qu'il y en a un petit peu moins. Ça prend plus de temps qu'avant, mais
Ça peut dépendre, par exemple, tu vois, si on l'a préparé avant, les titres peuvent être sur un PEA, donc à ce moment-là, c'est plus simple. Ok. Ou alors, c'est le moment de créer une holding, et donc à ce moment-là, il y a des sujets un peu plus techniques d'apport-cession, de réemploi, mais on accompagne nos entrepreneurs tout au long de ce processus. Côté fiscalité aussi, j'imagine. Exactement, Ouais. exactement. Tu parlais des exits, c'est drôle parce que je travaillais dessus récemment, j'essayais de couvrir un petit peu Ouais. le nombre d'exits qu'il y a eu en France. 2 fois moins, hein, quasiment en 2023. Hein. Mais il y a eu beaucoup de consolidation de marché, je pense à la C'est vrai. foodtech, je pense aussi... attends, Ouais. c'est quel... Il y a eu beaucoup de boîtes qui sont en redressement judiciaire. Oui. Il y a des Oui. boîtes qui se font reprendre un peu Ouais. à la casse, je pense à Luco qui s'est fait reprendre par Alliance, C'est ça, il y en a Mastéos beaucoup, qui pose ouais. le... Bon, concrètement, comment il se passe notre écosystème là? C'est quoi les tendances que tu observes? Alors, Et qu'est-ce que tu vois dans ta boule de cristal? Alors, première chose quand même très Ouais. positive, ce qu'il faut dire et redire, c'est que en France, l'entrepreneur, ça fonctionne. Ok. Entre, tu vois, 2010, il n'y a pas si longtemps, et 2017, il y avait à peu près 500 000 créations d'entreprises par an. Là, on est plutôt en 2023 sur 1 million. C'est ce Donc, que tu vois, j'avais vu. il y a vraiment J'avais vu beaucoup qu'en Europe, on est le on est un des deuxième leaders. pays par Exactement. habitant, On est un des d'entreprise leaders. par habitant. Exactement. La deuxième information, c'est que les entrepreneurs sont de plus en plus jeunes. Et ça aussi, c'est une bonne nouvelle. La jeunesse a envie d'entreprendre, Mhm. même s'ils partent souvent avec un petit capital. Ils ont envie d'entreprendre. Donc ça, c'est quand même très positif. Ce qu'on observe ensuite, c'est que voilà, il y a 2 fois moins de levée de fonds, que la conjoncture est un peu plus difficile. Mais pour autant, on voit de l'innovation partout. Tu as cité quelques secteurs dans la food tech, dans l'IA en ce moment, qui vraiment est une innovation assez incroyable. Ça lève encore des fonds, moins que les années précédentes. Mistral a bien levé là. Et voilà, je Mistral, crois. voilà, c'est un succès incroyable. Ouais. Et en tout cas, c'est un très bel exemple français d'innovation sur un secteur majeur pour demain. Et tu parlais juste d'apport de capital. Est-ce que historiquement, les entrepreneurs, c'était l'Eldorado des levées de fonds là, en 2018-2020, est-ce qu'ils venaient avec du capital perso ou est-ce qu'ils allaient directement lever des fonds? Et la deuxième question dedans, c'est est-ce que le lever des fonds était une finalité? On les voit, tous les posts LinkedIn, il y a eu toujours toute une communication autour de ça. Pardon. Est-ce que c'est un shift de paradigme à ce niveau-là? Est-ce que tu vois un changement? Écoute, aujourd'hui, ce qu'on voit, ce qu'on observe, c'est que nos entrepreneurs sont majoritairement focus sur la rentabilité, hein, donc peut-être un peu moins de croissance et puis faire attention. Les levées de fonds, comme on se le disait, sont plus difficiles. Et puis, ce qu'on observe aussi, c'est que beaucoup d'enfants de nos clients aussi, beaucoup d'enfants de nos clients entrepreneurs, se lancent aussi. Et donc, tu me demandais, est-ce qu'ils partent avec un capital? Certains, oui, effectivement, ont la chance de partir avec un capital. Et puis, ce qu'on observe aussi quand même, et c'est une tendance assez lourde, c'est que depuis le post-Covid, on voit une accélération des transmissions d'entreprises. Il y a eu la digitalisation, maintenant il y a l'IA, et on sent que les entrepreneurs finalement veulent transmettre à une génération suivante. Et ça, c'est un phénomène pour moi de fond, de transmission d'entreprise d'une génération à une autre. Donc c'est en train de se passer. On a du retard par rapport à d'autres pays comme l'Allemagne, comme l'Italie, mais c'est un phénomène qui est en train de se passer. Donc beaucoup plus de sessions. Et donc on a besoin de plus en plus de conseils, d'où notre raison d'être pour accompagner ces entrepreneurs. C'est de l'argent qu'on donne ou c'est un business? Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que historiquement on vendait son business pour donner de l'argent à ses enfants? Ou est-ce qu'aujourd'hui, on veut carrément que les enfants... Il y a presque un patrimoine culturel dedans. Il y a les deux. Okay. On voit vraiment les deux phénomènes. Et puis, un point aussi qu'on observe, c'est que, tu vois, tout ne se passe pas qu'en Île-de-France. Je pense à nos territoires et à nos régions. Finalement, l'accélération se passe aussi en région. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Donc, c'est pas que Paris. C'est quoi je sais pas si tu as des stats à partager justement sur région versus Paris. Moi, ce que je peux te dire, c'est que dans notre activité, notre croissance depuis ces 2-3 dernières années est plus forte en région.
les plus fortes en région. Donc c'est vrai dans le sud-est, c'est vrai en Occitanie, c'est vrai dans l'ouest de la France, c'est vrai en Aquitaine. C'était sous-exploité ou c'est parce qu'on a déjà atteint un plafond à Paris? Écoute, historiquement sur Paris, on était quand même assez costaud, mais en tout cas la croissance, elle est plus forte aujourd'hui dans les régions. Donc en fait, pour une banque privée comme nous, être présent partout sur le territoire est un réel atout. Et on voit aussi que voilà, les concurrents aussi commencent aussi à s'installer dans les régions parce que c'est en croissance et il se passe aussi plein de choses, plein d'innovations. Dis-moi une chose sur la banque privée. J'allais dire, ils ont quel âge? Non pas en âge, mais en termes de maturité, les boîtes et les entrepreneurs qui viennent te voir. Alors écoute, moi ce que je peux te dire, c'est que on ouvre 2 fois plus de comptes depuis ces 2 dernières années à des moins de 40 ans. La moyenne d'âge de notre fonds de commerce baisse. Donc Alors on voit on est le en rajeunissement. récession en théorie. Donc chaque année, nos clients ne prennent pas un an. En tout cas, c'est ce que j'observe chez moi. Et on a plutôt une moyenne d'âge qui baisse. Donc ça, c'est aussi une bonne nouvelle. Et puis, Mais comment tu l'expliques ça? écoute, aujourd'hui, on voit quand même que la transmission, que la création d'entreprises se fait de plus en plus jeune, qu'il y a de plus en plus, il y a eu en tout cas de plus en plus de levées de fonds plus jeunes. Donc on voit que on a une jeunesse talentueuse qui innove et qui n'a pas peur de se lancer. Et c'est tout à fait ce qu'on retrouve chez nous. Quand on ouvre 2 fois plus de comptes à des moins de 40 ans, y compris chez nous en banque privée et en gestion de fortune, je veux dire, c'est un indicateur qui est incroyable. Je ne suis pas encore, mais bientôt. Mais bien je sûr. t'ai interrompu, Mais... tu m'as dit qu'il y avait un deuxième point en plus. Oui, alors du coup, je ne l'ai plus. Ah mince. Bon, c'est la joie du podcast et la joie d'un animateur qui interrompt tout le temps ses invités, désolé. Mais si on continue juste là-dessus, donc ils sont de plus en plus jeunes, Oui. Ils sont entrepreneurs. Oui. Combien de temps après la création de leur boîte? Parce qu'on soit honnête, quand tu crées ta boîte, l'argent coule pas à flot, ou alors s'il coule à flot, c'est que tu es focus sur le déployer. À quel moment tu te dis, il faut peut-être que je pense un peu à l'avenir? Écoute, ça vient assez vite parce que d'abord, nous, on est là pour finalement, dès les premiers pas, essayer d'accompagner finalement par notre réseau pour apporter, pour présenter un certain nombre de business angels, pour présenter des fonds d'investissement. Nous, BNP Paribas, on est bien positionné pour justement apporter ce réseau. Tu vois, je vais te citer un exemple. On a 90% du Next 40 qui est client de nos centres d'affaires entreprises. Pourtant, secret bancaire, donc tu n'as pas le droit de donner les clients. Oui, écoute, c'est quand même une statistique que je peux donner. Puis, on a près de 80% de la French Tech 120 qui est également cliente. Donc, et qu'est-ce qu'on leur apporte? Concrètement, on leur apporte à la fois un réseau et on leur apporte du conseil. Et on voit qu'ils en ont besoin, justement pour accélérer finalement leur croissance, pour aller plus vite et pour profiter de l'expérience finalement de notre réseau, de nos collaborateurs. Quel moment du coup? Next 40 ou FT 120, est-ce qu'ils ont déjà levé des fonds? Concrètement, est-ce qu'ils sont rentables? Est-ce que j'imagine qu'ils opèrent déjà? Ou est-ce que tu as des boîtes de deep tech type... Mistral, je crois qu'ils opèrent en B2B, mais il y a peut-être d'autres boîtes de la deep tech qui va prendre des années avant de sortir un premier produit. Et puis même si tu t'adresses à notre audience, mais ils peuvent penser à la banque privée à quel moment? Est-ce qu'il faut qu'ils aient levé 100 millions? J'espère que non. Nous, ce qu'on leur recommande, c'est de le faire au moins dès lors que leur valorisation monte. Ils sont... pour beaucoup, ils peuvent devenir très vite minoritaires et à ce moment-là, il y a des choix patrimoniaux à faire. Donc, je pense qu'il faut leur dire de venir nous rencontrer, de venir nous voir pour qu'on leur donne les premiers conseils patrimoniaux, les premiers bons choix à faire. Et souvent, ça lève autour de 35-40 ans les premières levées de fonds significatives et voilà, on peut dire que voilà, ça commence là. C'est corrélé avec la parentalité ou pas? Ah, écoute, sûrement. Là, on fait de la socio, quoi. Sûrement. Je sais pas, quand tu as des enfants, bon, c'est pas mon cas encore, mais j'imagine que tu penses à ta progéniture. Tu y penses peut-être. Ok, donc c'est à ce moment-là. Est-ce qu'il y a des secteurs, si on continue un peu dans les secteurs, et après on va vraiment parler des entrepreneurs en eux-mêmes. Tu nous as parlé d'IA. Peut-être même à des personnes qui veulent monter des boîtes, on recommande souvent d'aller sur des secteurs un peu vieillissants, un peu vieux, un peu poussiéreux.
C'est quoi ton two cents, ton avis là-dessus, ouais, ou ton conseil? Écoute, moi je pense qu'il y a des opportunités partout et on est parfois surpris par des innovations qui se font, y compris sur des secteurs traditionnels. Donc notre conseil, c'est dès lors qu'on voit finalement qu'il y a un besoin, il faut se lancer, et puis peut-être que ça marche et peut-être que ça marchera pas et c'est pas grave. Je veux dire, l'échec est permis et souvent c'est plutôt positif pour rebondir. Donc j'allais dire, il y a des succès et on en voit qui sont dans tous les secteurs, pas simplement sur les secteurs de pointe. Et c'est quand même tu vois, dans la food tech, il y a des innovations incroyables, mais le service de base sur la livraison d'un plat sain à ton travail, sur ton lieu, rend un service et on en a besoin. Donc finalement, les innovations sont partout. Je pense à la santé et à l'éducation qui Oui. pour moi sont des gros morceaux. Tu vois plus de boîtes là-dessus. L'IA, quand on en parle, Écoute, on va parler de l'IA juste après. Typiquement, sur la formation, il y a des acteurs que tu connais, que tes auditeurs connaissent, qui se sont fortement développés sur ces dernières années et sur lesquels avec qui on travaille. Donc nous, les Français grandes entreprises... On parle de français là. Okay. Exactement, avec qui on travaille, donc ils apportent concrètement. Et pour moi, tu vois, pour mes collaborateurs, pour les 1000 banquiers que j'ai, avoir un haut niveau de formation, maintenir un haut niveau standard de formation, c'est absolument clé. Donc voilà, ils rendent service. Après, sur les secteurs plus tech, voilà, c'est encore aujourd'hui une minorité. C'est encore aujourd'hui... c'est que le début. Avant de parler d'IA, et la banque privée, ou même la banque en général, elle a quand même... C'est un des secteurs qui a connu quand même plutôt des évolutions. Enfin, je pense à des Lydia, des Revolut, toutes ces néobanques. Ouais. Tu vois d'autres choses? Est-ce que toi, dans ton prisme, en tant que banquier privé, tu vois la tech qui pourrait faciliter des process Bien sûr, et nous, on consacre des budgets considérables pour justement améliorer l'expérience client, pour rendre autonome. Je vais te citer quelques exemples. On a lancé un modèle de banque privée complètement à distance qui s'appelle ePrivate, qui intéresse de plus en plus de clients, de jeunes entrepreneurs, mais aussi de moins jeunes, où finalement, tu n'as pas besoin d'aller soit dans ton centre de banque privée. Tu peux tout faire à distance. Tout est simplifié. Et puis un autre exemple, on a lancé My Mandate, qui est un mandat 100% digital, où tu peux faire toi-même tes propres choix d'investissement. C'est complètement transparent, tu connais le prix à l'avance, il n'y a pas de coût supplémentaire et c'est complètement digital. Et aujourd'hui, c'est plus d'1,4 milliard sur cette innovation. Donc, sur un total de combien? Vous gérez combien? Nous, on gère en épargne financière à peu près 60 milliards et puis 130 milliards dans sa globalité. Donc, on est une banque privée, voilà, 130 milliards d'euros. Quoi. C'est ça. Et je vais aller plus loin, du coup, je suis obligé. Mais si ces personnes-là peuvent s'onboarder, faire leur placement de manière autonome et directe, ils servent à quoi les humains et les conseillers? Ah, mais c'est ça. Tu as le choix entre soit être autonome, faire les choses toi-même, soit te faire conseiller. C'est les deux modèles finalement qui existent. Il y a eu beaucoup d'innovations dans l'autonomie. Dans le retail, Exactement. Nous, on croit dans le conseil et on croit dans l'humain. Sur tous les choix patrimoniaux que je t'indiquais, on a besoin de gens qui savent, on a besoin de conseils. Pareil sur l'épargne financière. Tu vois, moi je constate, je rencontre souvent des investisseurs qui se lancent par eux-mêmes. Et puis finalement, tout investisseur a des biais. Tu vois, je peux t'en citer quelques-uns rapidement. L'investisseur, il a tendance à investir que dans ce qu'il connaît. Il a aussi tendance à couper assez vite ses positions gagnantes, dès lors qu'il a gagné 20%, 30%. Ah ouais, il coupe pour sécuriser. Et il a plutôt tendance à garder ses positions perdantes ou à moyenner à la baisse. Et ça, c'est des biais qui génèrent en fait une mauvaise performance globale de leur portefeuille. C'est fou parce qu'on a l'impression qu'ils sont hyper averses au risque, les entrepreneurs. En fait, ils sont tellement risqués et tellement découverts sur leur boîte que c'est l'inverse pour compenser. Exactement. Et souvent, une fois qu'ils ont eu quelques positions perdantes, il y a une sorte de découragement. Donc en fait, nous, on est là pour leur rappeler la nécessité de diversifier, la nécessité de
placer sur le long terme et de les positionner en fonction de ces investissements de long terme. Donc, et ça, pour nous, le conseil a beaucoup de valeur et je pense que les entrepreneurs savent bien qu'il y a beaucoup de valeur. Donc, tout faire en autonomie, c'est bien, mais je pense qu'être conseiller apporte. On reste juste sur l'humain. Et on va corréler en fait l'argent à la confiance. Ouais. J'ai le sentiment, et avant de rentrer même dans cette histoire de la culture de l'argent en France, j'ai quand même, bon, même si c'est étroitement lié, mais on n'a pas besoin de confiance pour laisser quelqu'un gérer son argent. Est-ce que les gens qui viennent de manière autonome, est-ce que c'est des OP, mais c'est jamais la première? Est-ce que la première, ils le font avec un conseiller et ensuite ils prennent un petit peu d'autonomie? Écoute, Ça varie. ouais, exactement. Il n'y a pas de en fait, tu vois, il n'y a pas de modèle type. Il n'y a pas d'entrepreneur qui ressemble à un autre entrepreneur. Ce qui est notre raison d'être, c'est qu'on est capable de construire justement des solutions personnalisées, d'avoir un accompagnement personnalisé. Et je peux te dire que on a plus d'une centaine de banquiers spécialisés sur l'entrepreneur. Je peux te dire qu'à chaque fois, c'est des solutions qui sont différentes, c'est des solutions qui sont toutes 100% personnalisées. Ok. Donc, il n'y a pas vraiment Il n'y a pas, tu sais, même une sorte de, je sais pas, une colonne vertébrale presque à 50, 70% et ensuite t'adaptes? Ou c'est vraiment tu repars d'un use case à chaque fois différent avec tes clients? Il y a Écoute, il y a une colonne vertébrale, c'est qu'à un moment donné, dès lors que les enjeux sont importants, on a besoin d'avoir une structure patrimoniale, on a besoin d'avoir une holding, on a besoin d'avoir de conseils pour réemployer son argent. Voilà, donc on a une colonne vertébrale, mais après, il y a plein de cas très très différents. Très clair. Je vais te parler d'investissement. Mhm. La première est simple. On voit beaucoup de charlatans nous expliquer qu'on peut gagner beaucoup d'argent depuis son canapé, notamment sur les réseaux. Ouais. C'est quoi ton avis là-dessus? Ah, ben c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Ça n'existe pas. Donc c'est les moins éduqués qui en sont victimes? Exactement. Ça n'existe pas. Enfin, moi, je leur dis de ne absolument pas souscrire à ce genre de placements qui sont complètement alternatifs, sans fondement. Ça n'existe pas. Est-ce que même ça existe, cette notion de faire de l'argent en slibard dans ton canapé, quoi? Ah non, c'est mieux de s'habiller, d'aller voir son banquier, puis de se faire recommander. C'est nettement plus sûr. Moi, c'est ce que je recommande à mes enfants. L'habit ne fait pas le qui moine. sont aussi parfois tentés par des placements alternatifs, donc je les remets dans le droit chemin parce que... Ils t'en voilà. parlent, tes enfants? Ouais, j'ai des enfants, bien sûr, parce qu'ils sont sur les réseaux comme tout le monde et ils m'en parlent, mais je pense que, tu vois, aujourd'hui, avec la hausse des taux d'intérêt, une banque traditionnelle a la possibilité d'offrir des placements qui sont tout aussi intéressants. Donc, moi, je te recommande, Yacine, d'aller voir ton banquier, voilà, puis de faire des placements qui te permettra de concrétiser tes projets de demain. Est-ce que ça te choquerait si je te disais que j'ai pas de banquier? C'est vrai? Tu fais tout en autonomie? Ouais, tu fais tout seul? Ouais, pour le moment, ouais. Et même d'un point de vue fiscalité, tout ça, vu que je suis un enfant de la tech, je suis allé chercher que des outils où je pouvais m'onboarder tout seul. Ça a ses limites. Hein. Moi, je pense, ça dépend ce que tu fais comme placement, mais moi, je t'invite quand même à prendre quelques conseils chez des professionnels. On a quelques outils assez simples qui te permettront tout de suite de faire un peu mieux sur ta rentabilité, d'avoir ton couple rendement-risque par rapport au risque que tu souhaites prendre meilleur. Et puis, si tu as des projets, parle-en à ton banquier. Je pense qu'il pourra. Super. Il semblerait que je connaisse. Et puis BNP Paribas, banque privée, répondra à ce que tu souhaites. En fait, je fais des appels du pied depuis c'est tout à l'heure. C'est ça. Je voulais te parler de crypto. Ah oui. Quel engouement. C'est quoi ton avis là-dessus? Écoute, parce qu'on va pas se mentir, tous les invests dont on parle en ligne, en général, ça relève de la crypto. Ouais. Donc, écoute, nous, on reste à l'écart parce que autant nous, on s'intéresse à la technologie, hein, sur la blockchain, par exemple, mais autant sur les crypto-monnaies, nous, on reste à l'écart. On recommande à nos clients de ne pas y aller. Ok. C'est quoi? C'est une tech pas assez mature
Écoute, aujourd'hui, tu vois, on vit dans un monde quand même qui est quand même assez risqué. On le voit partout autour de nous. Et on entend dire aussi voilà, qu'il y a des attaques, qu'il y en a qui se font voler leurs données. Mhm. Et donc, moi, ce que je pense, c'est que être dans une banque, c'est un partenaire de confiance. Tes données sont en sécurité. Et pour moi, c'est un atout qui est important. Peut-être que si on parle après d'IA, qui s'appuie sur la donnée, il vaut mieux avoir une banque comme la nôtre, qui est un partenaire de confiance, qui va sécuriser tes données parce que voilà, elles peuvent être après utilisées et on entend partout ce qui se passe sur le vol, sur le hack De tes wallets. Exactement. Et typiquement, vous utiliseriez la blockchain pour protéger vos données sans forcément Alors, qu'elles soient nous, sur de la crypto? on travaille sur cette technique pour finalement faire des gains de productivité, faire des gains d'efficacité, notamment pour nos contrats, pour nos crédits, pour tout un tas d'opérations qui nous permettent d'être plus efficaces, plus sécurisés. Je voulais savoir une chose, je reviens à la crypto, mais en fait, moi, j'ai eu mon bac en 2012. Très bien, bravo. Yes. Ça nous rajeunit Est-ce que pas tu tout ça. as une mention ou pas de Ouais, mention? j'ai une mention. Ah, Ouais, si je l'avais classe, pas eu, classe. ouais. Ah, je bravo. dis juste une mention parce que si ça Ah, je avait te demande été- pas. Voilà. En général, quand on dit juste une mention, c'est qu'on connaît le résultat. Bon, bref, on n'est fort, pas là pour Yacine. parler du bac. Non. J'aurais parié quand même. À l'époque, mais j'ai eu des potes, donc c'est pour te remémorer, tu vois, Ouais. entre 2009, j'étais en seconde et je me souviens que j'ai des potes qui ont commencé à parler de crypto. Je suis Mhm. quelqu'un de très pragmatique. Tant que je ne comprends pas, C'est ça. je n'investis pas. Eh bien, écoute, c'est le meilleur conseil qu'on peut donner. Tant qu'on ne comprend pas, on n'investit pas. Et Surtout quand on n'a pas d'argent. exactement. La question, C'est le meilleur conseil. est-ce que tu vois, est-ce que tu trouves que la crypto, c'est un effet de mouton et que les gens investissent en fonction de comment le marché va réagir par rapport à X ou Y nouvelle, plutôt qu'investir sur la crypto en elle-même parce qu'on pense que c'est une tech qui va tout rafler demain? Et surtout, moi j'ai observé ça, est-ce que tu le vois? Et surtout, est-ce que tu le vois, donc c'est que de la, comment on appelle ça, de la spéculation en fonction de la réaction du marché? Tu le vois sur d'autres outils financiers chez vous? Écoute, il faut toujours se dire c'est quoi le sous-jacent. Et donc, sur la crypto, je laisse chacun répondre à c'est quoi le sous-jacent à part de la tech finalement. Moi, je préfère investir et je peux te dire que nos entrepreneurs, et notamment les plus avertis, ils préfèrent investir dans d'autres sociétés. Donc, typiquement, c'est l'investissement, ce qu'on appelle dans le private equity, dans le non-coté, Ok. parce qu'ils ont bien un sous-jacent qu'ils comprennent, souvent qui est dans un secteur qui est voisin du leur, et puis souvent parce qu'ils veulent donner aussi un coup de pouce à d'autres entrepreneurs. Donc on Et investit dès lors- sur une boîte Exactement, et sur une un value sous-jacent propre. que l'on comprend, que l'on connaît, et ça me semble nettement plus sécurisé. Bah justement, en rentrant dedans, si je te pose la question, Oui. en plus moi je viens d'un master en finance, j'ai souvent eu ce truc de me dire je préfère investir sur du primaire parce que si j'investis même en private equity, donc le marché primaire, Ouais. cet argent va revenir à l'entreprise et pourra lui permettre de créer de la valeur, versus le secondaire qui est tu as une part de, je sais pas, de Google et tu me le revends à moi, mais Google va rien toucher en fait. C'est juste. Déjà, est-ce que moi Oui. j'ai cet avis-là du second marché qui n'a pas réellement de création de valeur mais juste de la liquidité? Est-ce que je me trompe? Je pense que oui, mais à toi de me dire. Et surtout, est-ce que les investissements que vous faites, c'est que du primaire ou c'est aussi sur les marchés financiers, sur du secondaire? Écoute, le marché C'est la partie primaire, technique, là. le marché primaire et coté, il est quand même aujourd'hui assez restreint. Ok. Finalement, aujourd'hui, tu as peu d'entreprises qui lancent des augmentations de capital sur le marché. Voilà. Mhm. Ou qui se créent, qui font une IPO. ce qu'on appelle. Bien sûr. Ouais. Donc, il y en a quand même assez peu. Par contre, ce que Il y tu a appelles... des ICO. Voilà, exactement. Et après, le marché, ce que tu appelles le marché secondaire, dès lors que tu emploies tes capitaux dans une entreprise qui existe, tu es quand même investisseur finalement. Tu fais confiance à l'entreprise a une valorisation et tu soutiens cette valorisation en achetant. Et c'est un investissement qui est tout à fait normal. Et l'autre possibilité, c'est d'investir donc dans le non coté.
Et donc là, effectivement, le marché primaire est souvent corrélé soit à une augmentation de capital, soit à un projet dans le corporate, soit à une transmission d'entreprise, qu'on appelle un LBO, ou après, le dernier cas, c'est le marché secondaire du private equity, où là, effectivement, lorsque tu investis dedans, tu peux vouloir à un moment donné avoir de la liquidité et donc aller sur du secondaire. Soit revendre ta position primaire ou soit en tant qu'investisseur acheter sur du secondaire qui aura une durée plus courte. Donc finalement, chaque investissement correspond à... C'est quoi, ça a des besoins particuliers? À des besoins de l'économie différents. Okay. Mais le trait d'union, c'est que tu investis dans l'économie réelle. Derrière ton investissement, il y a des entrepreneurs qui ont besoin de ce capital. Voilà. Qu'est-ce que tu recommandes entre les deux? Écoute, moi je pense qu'en ce moment, le marché du private equity est quand même un peu moins volatile. C'est un investissement aussi de long terme. C'est plus risqué quand même que sur le secondaire, tu dirais? On est risqué de la même manière. Mais il y a moins d'infos. Il y a un peu moins d'informations. La liquidité, elle est vraiment sur le long terme, alors que sur un marché coté, tu vois, tu as la liquidité à peu près quand tu veux. Donc, les deux correspondent à des investissements finalement assez différents. Moi, je recommande de faire les deux parce que diversifier son patrimoine, c'est plutôt une meilleure chose à chaque fois. Je te titille un peu. Dis-moi. Et c'était pas prévu. Dis-moi. Donc, j'espère que tes équipes m'en voudront pas. Est-ce que tu t'intéresses au green tech ou la finance durable? Allez, on va citer des 3 boîtes comme ça, ou au moins 2. Je vais citer Only Wine, 3, Goodvest et Greengot. Donc, ils sont un peu des néobanques. Et certains qu'on connaît très bien. Ouais. Bien sûr. C'est quoi ton avis là-dessus? Et quand je te pose la question, je vais aller straight to the point. Il faut des gens pour insuffler un nouvel élan, pour changer un petit peu les process, les paradigmes, mais en même temps, s'il y a bien une industrie qui est grosse et qui est aussi vieille, en fait, mais pas vieille dans le sens péjoratif, mais qui est là depuis très longtemps, qui est bien installée, c'est bien la finance et la banque. Donc, est-ce qu'ils vont vraiment changer les choses selon toi? Écoute, oui, et on les connaît bien parce qu'elles viennent nous rencontrer. Elles s'intéressent à nous, on s'intéresse à elles, on les aide quand on peut. Donc, j'allais dire, c'est des investissements qui sont complémentaires. Est-ce que ça nous fait avancer? En tout cas, nous, on a des réponses aussi. Tu vois, je vais te donner 2 exemples très concrets. On a plus de 30% des entreprises à impact qui sont clientes chez nous, qui sont clientes dans nos centres d'affaires innovation. Moi, je suis président d'une entreprise qui s'appelle Porzampar, qui fait des IPO et qui est un des leaders sur l'introduction en bourse de sociétés dans l'hydrogène, dans les biotech. Qui n'a pas bossé sur WeWork, du coup. Ah non, qui n'a pas bossé sur WeWork, absolument. C'est pas eux qui ont fait l'IPO. Black tech. C'est ça. Donc, écoute, moi, je pense qu'on en a besoin. Elles viennent apporter des choses nouvelles. Elles s'inspirent aussi de nous un petit peu, on s'inspire d'elles aussi, et c'est comme ça finalement que de nouvelles offres émergent. Et c'est pas des activistes qui se définissent anti-banque, non forcément. Écoute, non, parce qu'on les rencontre, on les connaît. Tu parlais de Goodvest, c'est quelqu'un qu'on connaît bien, on aime beaucoup ce qu'il fait. Je trouve que ce qu'il fait est très inspirant, exactement. Joseph est hyper talentueux. Voilà, et nous aussi, on a nos propres offres à impact, nos offres green. Et ça tes offres green, elles existent depuis longtemps ou c'est quelque chose qui a émergé depuis les 2-3 dernières années avec cette conscience du réchauffement climatique et de tous les enjeux environnementaux qu'on a? Écoute, on a, nous, notre mandat ISR qui a plus de 7 milliards d'euros, donc qui a connu un engouement depuis 2019 très forte. Ensuite, on voit que l'exigence sur l'ISR monte, et c'est bien normal face à l'accélération finalement du changement climatique et de tout ce qu'on peut voir autour de nous. Mais c'est de la norme ou c'est des demandes clients, ça?
Écoute, c'est des demandes clients parce que beaucoup, aujourd'hui, veulent d'abord donner du sens à ce qu'ils investissent, veulent comprendre. Aujourd'hui, plus personne, enfin de moins en moins en tout cas, ont envie d'investir dans l'économie d'hier, ils veulent investir dans l'économie de demain. Et ces entreprises-là sont celles qui sont en croissance, qui correspondent à une tendance de fond qui est évidente. Donc souvent, c'est des placements qui sont attractifs. Et après, effectivement, l'exigence ne fait que croître parce que, bien sûr, il y a eu des cas de greenwashing, il y a eu des cas qui ont suscité des controverses, et donc on doit être hyper exigeant dans l'offre green que l'on peut proposer. Tendance ou cycle? Moi, je pense que c'est une tendance de fond, et il n'y aura pas de retour arrière. Donc, pour le monde, notre planète et notre société. Exactement. Okay. Donc Joseph, il est dans une tendance qui est sur le long terme. Allez, on t'embrasse Joseph. Bon, l'argent. Yes. Est-ce que c'est sale? Écoute, non. Et puis, je pense que ceux qui changent le monde sont les entrepreneurs. Et en fait, ce qui est sain, c'est ce que tu fais de ton argent. L'argent est un moyen, pas une finalité? Exactement, c'est ce que tu en fais. Et nous, ce qu'on voit, c'est que nos entrepreneurs, finalement, une fois qu'ils ont fait un premier exit, une première opération, un premier événement de liquidité, eh bien, ils ont envie que d'une chose, c'est de réinvestir. Donc, en fait, l'entrepreneur, il est entrepreneur longtemps. Alors qu'avant, tu passais une vie professionnelle à entreprendre, tu vendais ton entreprise et ensuite, tu étais gérant de patrimoine. Aujourd'hui, les entrepreneurs ont envie de continuer à entreprendre, ont envie d'aider les autres, et on le voit, tu vois, même sur les plus grands entrepreneurs français, Xavier Niel, Rodolphe Saadé, qui créent une fondation sur l'intelligence artificielle. Tu vois que les entrepreneurs sont là. Exactement, ouais, tu vois que les entrepreneurs sont là pour finalement avoir aussi des investissements qui sont dans l'intérêt général. Ouais, c'est à but non lucratif, je crois que c'est un centre de recherche. Exactement, c'est une fondation. Donc voilà, donc pour moi, ce que tu en fais, les réinvestissements que tu fais, l'envie d'aider d'autres entrepreneurs, finalement, rend ce que tu fais beaucoup plus sain, beaucoup plus vertueux pour l'économie. Tu m'as ôté le mot de la bouche, je vais dire vertueux. C'est le moment où... Attends, je crois que je suis en train d'oublier ma question. J'essaie de la rattraper dans mon cerveau. Vas-y. Non, je voulais te parler justement... On a tout le temps, tu sais, moi je suis bien ici. Continuer à te parler d'argent. Et je souhaitais savoir... Là, je brode. Dis-moi ce que tu veux savoir, je te dirai tout. Ce que tu veux savoir. Vas-y, dis-moi. Attends, on parlait de ça, ok. Est-ce qu'on est en croissance? Oui, on est en croissance. Hein. Donc, ça, c'est bien. C'était pas ma question, mais bien vu, Nicolas. Alors que là, c'est la crise, et on continue de croître. Voilà. Donc, il y a toujours des opérations. Il y a des thunes, si j'ai bien compris. Non, la question est la suivante. Dis-moi. Est-ce qu'on peut avoir de l'impact sans argent? Bien sûr, et on le voit autour de nous. C'est bien ma question. Ah non, mais elle est top. Je vais te dire, il y a une chose dont je suis très fier, c'est qu'on a 2000 collaborateurs à la banque privée. On a à peu près 65 centres de banque privée en France. Tous nos collaborateurs ont mené une action l'an dernier, finalement en proximité, pour s'engager. C'était soit de l'aide à une association, soit de l'accompagnement d'entrepreneurs. Moi, à titre personnel, j'accompagne Diarata Ndiaye, qui a lancé l'application Appel, qui est une jeune entrepreneur, qui est aussi dans le milieu associatif, qui a lancé une application, donc Appel, destinée finalement, qui est contre la violence faite aux femmes. Hein, dès lors que vous êtes agressé, eh bien, vous pouvez déclencher une alerte. Ça ne me coûte rien. Et tu vois, je fais quelque chose de positif qui a de l'impact. Exactement. Okay. Mais du temps, j'en ai. Est-ce qu'elle peut y arriver à avoir l'impact avec son asso, avec son entreprise, ouais. Sans argent? C'est ça la question en fait. Est-ce qu'on peut avancer sans argent aujourd'hui? Écoute, en tout cas, si on veut l'accélérer, il y aura besoin d'argent. Il y aura besoin d'aller lever de l'argent. Et on ira le trouver. Si l'opportunité est bonne, si le sujet est bon, qu'on soit en crise ou pas, l'argent sera là. On le trouvera. Et c'est pour ça que, pour moi, ce qui est important, si je devais donner un conseil à nos entrepreneurs, c'est le réseau.
ce qui te permettra d'accélérer ta croissance, c'est ton réseau. C'est quelque chose qu'on néglige parfois parce qu'on est focus sur son business. Mais c'est quoi le Eh bien, réseau? c'est On de nous en pouvoir. parle sans mettre des mots dessus. C'est de connaître des gens qui ont des visions différentes, qui vont t'apporter finalement des regards différents sur autre chose. Et on parle souvent que les jeunes startups pivotent. C'est parce qu'à un moment donné, tu as une vision, puis à un moment donné, tu la fais grandir. Et si tu n'as pas cette aide extérieure, eh bien, tu es trop focus sur ton business et tu réussis souvent moins vite. Bien sûr. Et donc, c'est aussi le réseau des personnes qui pourront s'intéresser à ton business, depuis les business angels jusqu'au fonds d'investissement. Et puis, c'est le réseau parce que seul, tu fais pas grand-chose. Donc c'est t'entourer pour créer une émulation Exactement. intellectuelle et collective. Savoir qui peut t'aider. Qui peut t'aider. Et en France, il y a beaucoup de gens pour nous aider à grandir. Il y a la BPI qui est en face, qui développe aussi ce réseau. Je me suis trompé Voilà. de trottoir tout à l'heure. Non, mais très très clair. Et donc, du coup, le réseau, moi, c'est un peu le point d'honneur que je veux mettre. C'est pas du piston, quoi. Non, C'est pas du tu vas tout. pas avoir quelqu'un juste parce qu'il t'aime, il va te permettre de rentrer chez je ne sais qui, Non, ou de non, signer pas du X tout. ou Y client. C'est vraiment enrichir ta réflexion. Exactement. Enrichir ta vision, c'est connaître des personnes qui pourront t'aider à un moment donné. Mhm. Et aujourd'hui, il y a plein de choses qui favorisent ça. Nous, on favorise ça puisqu'on réunit plein d'entrepreneurs souvent donc pour travailler en réseau. Il y a les réseaux sociaux, plein de gens écrivent sur LinkedIn, donc tu peux avoir accès directement à des gens finalement. Nous, on a fait connaissance aussi sur LinkedIn, donc tu vois, tout aujourd'hui te permet finalement de pouvoir le faire. Encore faut-il prendre le temps de le faire et de l'entretenir. Et parce qu'on a bien préparé ce podcast, Dis-moi. je crois que vous avez un compte sur les réseaux sociaux dont tu dois me parler Ah, aujourd'hui. bien Dis-moi sûr, tout. nous sommes la première banque privée à avoir un compte Insta qui s'appelle Partner in Business, qui a plus de 1000 followers. On est sur la route des 2000. Il a quelques mois d'existence. Incroyable. Il propose du contenu chaque semaine, du contenu hyper intelligent, à la fois sur la gestion de patrimoine, sur les actions gratuites, sur les BSPCE, sur des tutos, sur finalement comment investir. Et donc, allez-y, inscrivez-vous. Vous verrez que le contenu est vraiment très qualitatif. Et vous pourrez peut-être nous retrouver. Exactement. Je sais pas sur Exactement. cette interview. Question toute simple. Ton métier est plus simple en France ou aux US selon toi? Écoute, Et si je te parle de ça, c'est le prisme de la connaissance de la gestion financière. Écoute, je pense que c'est à peu près le même. Okay. Je pense que c'est à peu près le même. Moi, je suis très fier de le faire ici en France parce que d'abord, j'aime ça, qu'il y a tout le tissu d'entrepreneurs que l'on souhaite. Et puis, tu vois, je suis super fier de le faire avec mes équipes qui sont hyper pros, très bien formées, qui aiment ce qu'elles font. Et c'est un vrai plaisir de le faire ici en France. Donc, franchement, c'est le même job. Et sur les clients, tu penses, et on salue tes équipes qui font un super job. Merci. Je les embrasse. Elles nous écoutent. Oui, non, juste savoir. En gros, moi, l'idée que j'avais, c'est de me dire que les Américains vont faire du placement actif. Peut-être même sur les... Je sais pas à quel point ils investissent dans l'IMO, notamment après 2008, je pense qu'ils ont été un peu vaccinés, mais... Ça dépend. Ouais, ça investit quand même. En fait, c'est juste ça dépend, tu vois. En France, si je prends l'exemple direct, mais... Oui, mais si je prends l'exemple de Miami, qui était l'endroit le plus perturbé en 2008 avec la crise, c'est reparti plein pot, et de nouveau, là, il y a une petite crise, ça y est, ça repart un peu à la baisse. Donc, c'est beaucoup plus cyclique que nous, c'est moins linéaire, mais c'est vrai qu'en France, on aime bien avoir sa résidence principale, on aime bien acheter sa résidence secondaire, on aime bien l'immobilier. Donc, La start-up arrive quand je dis la start-up, excuse-moi, le private equity qui est considéré encore plus risqué, donc là c'est le venture capital. Tout à fait. Tes clients, les personnes. En fait, nous on recommande de ne pas investir plus de 10% de son patrimoine financier parce qu'on est sur une classe de risque la plus élevée. Mais la plus rentable aussi. La plus rentable, exactement. Et puis, c'est un investissement de long terme. Donc, 10% c'est raisonnable et nous, c'est ce que nous recommandons. Ok. Et Quoi
J'allais dire, tu recommandes quoi de beau en ce moment si je te parle là comme ça Écoute, de start-up Écoute, moi, ce que je recommande en termes de placement financier. Ouais, j'allais dire donne des noms, mais t'as pas le droit sûrement. Non, je peux pas. Mais fais-nous une séance gratuite de conseils. Écoute, moi je peux te dire que déjà aujourd'hui les taux sont quand même à des niveaux intéressants, donc on peut jouer avec ça. Donc soit faire des placements à 3-4% en ce moment, soit faire des produits structurés, s'amuser un peu en sécurisant son patrimoine, mais en allant chercher un peu plus de rendement. Je pense qu'on peut aussi investir, on peut continuer à investir, même si certains disent que le CAC est haut, que les marchés sont hauts, il y a toujours des opportunités d'investissement. Si vous venez nous voir, on vous en donnera. Tu parles du CAC, le CAC 40. Ouais. Est-ce que demain, tu verrais des boîtes tech dedans ? Écoute, pas impossible. Tu vois, ce qu'on observe depuis quelques mois, c'est que parfois, tu as des géants du CAC 40 qui ont subi des revers importants et très rapides. Donc, je pense qu'il faut encore se laisser 5-10 ans. Mais tu vois que être solide, c'est pas, ou être gros, c'est pas une garantie à vie. Tout ça bouge très très vite. On l'a vu, je ne vais pas citer de nom, mais aux US, ne serait-ce que la valorisation. Ça va très très vite à la baisse. Avec quelques mauvaises nouvelles, tout va très vite. Aujourd'hui, tout est plus sensible. Donc, moi, je pense que oui, il faut se laisser un peu de temps. Et ce qui est important, c'est que en Europe ou la place de Paris en France reste attractive pour nos entrepreneurs, que les meilleurs restent en France. Pour leur IPO. Voilà, Paris est attractif, l'est de plus en plus, et c'est important. On ne parle pas d'une grande licorne française qui a fait son IPO à New York. Allez, passons. Sachant que j'étais dans leurs locaux il y a 2 semaines. C'est vrai ? Ouais, je faisais un event là-bas. Est-ce que c'est une bonne chose qu'il y ait de plus en plus qu'il y ait une évangélisation de l'investissement et de se retrouver avec plein de personnes sur les marchés financiers au risque qu'ils fassent des bêtises parce qu'ils ne sont pas bien entourés? Est-ce que c'est une bonne chose pour toi, ça? Écoute, moi je pense que, en tout cas, nous, banquiers, on a un rôle sur l'éducation financière, parce qu'on voit que l'éducation financière, elle n'est pas... en tout cas, elle peut être améliorée en France. Donc, nous, on a un rôle, on le fait, puisqu'on a... tout un tas de formations, on a des possibilités, voilà, que ce soit sur notre compte Partner in Business ou sur d'autres outils qu'on a, où on propose voilà, par des petits podcasts simples, finalement, d'essayer d'élever l'éducation financière. Nous, on pense que, encore une fois, il est plus rentable pour toi d'être accompagné que de ne pas être accompagné. Est-ce que c'est vraiment ta responsabilité de faire... cette éducation financière, et j'ai envie de dire, est-ce que c'est pas du domaine de l'État presque au bout d'un moment? Écoute, en tout cas, ça fait partie de notre job. Et puis, on est là aussi pour accompagner sur le long terme. Et sur le long terme, quand tu accompagnes quelqu'un pendant 10 ans, pendant 15 ans, tu vis des crises ensemble, tu vis des bons moments ensemble. Et donc, c'est à ces moments-là aussi que qu'on est là pour rassurer, pour expliquer ce qui se passe, pour éviter que nos clients soient... pour faire en sorte qu'ils soient sereins. Voilà, qu'ils soient sereins, qu'ils soient en confiance. Tu bosses pas du tout avec des écoles Si, okay. Absolument. Absolument. Et on a lancé une initiative, c'est marrant que tu m'en parles, l'année dernière. Écoute, c'était pas prévu, une initiative qui s'appelle De l'école à la licorne. Et donc, on va voir des étudiants et on va les sensibiliser, on va leur proposer finalement de participer, d'intégrer notre réseau s'ils veulent entreprendre. Je vois que sur ton ordi, tu as un autocollant Station F. On va les rencontrer aussi, donc ces entrepreneurs, pour les sensibiliser à ce qu'on vient de se dire. Okay. Et puis pour leur dire qu'on est là pour les conseiller s'ils ont besoin de nous. Il y a un autre sticker, je ne sais pas si tu l'as vu, c'est le plus gros. Je n'ai pas vu. Ah non ? Attends, je regarde. Ah oui, Paris Saint-Germain, ils ont gagné 2-0 hier. Voilà. Et ils vont se qualifier ou pas alors ? Je sais pas, on touche du bois. Bon, il n'y a pas de bois à côté de moi, mais je veux pas. Dis-moi quand même, dis-moi. Allez, il faut se jeter à l'eau. Non, c'est vrai. Je peux pas. Bon. Parce que s'ils ne sont pas qualifiés et que je le dis. C'est leur année.
Bon, alors là, Si, c'est leur année, dernière on peut le de dire. Mbappé. Bon, bref, attends, ce podcast n'est pas terminé, C'est vrai, Nicolas. Qu'est-ce que... Alors, j'ai quand même une mini-question. Allez, on se permet. Euh, Dis-moi. Tu parles de l'école à la licorne. Oui, Et avant, tu parlais de rentabilité. Est-ce que euh, on a été dans un écosystème qui a beaucoup advocate, promu la levée de fonds pour atteindre une ouais, grosse valorisation. ouais, Valorisation, ça ne veut pas dire que c'est liquide et ça veut encore moins tout dire à que la fait, boîte vaut absolument, réellement ça. absolument. Est-ce qu'il y a un changement Oui, de parce que, paradigme là-dessus parce aussi? que c'est vrai que il y avait ces dernières années un peu une course à la valorisation et on comprend parce que ça permet de lever plus d'argent sur le premier tour, sur le deuxième tour, le troisième tour. Cette course à la valorisation, aujourd'hui, beaucoup d'entrepreneurs me disent que certains sont peut-être allés un peu trop fort parce qu'aujourd'hui, les levées de fonds sur des valorisations supérieures, la crise est passée par là, Mhm. donc c'est beaucoup plus difficile. Et donc, ils se retrouvent un peu piégés. Ok. Donc, fort de ce qui s'est passé, il faut recommander à nos entrepreneurs d'être plus raisonnables dans les valorisations, d'y aller plus progressivement. D'y aller si t'en as besoin réellement, plus que si Exactement, c'était une finalité. exactement. Donc, d'être peut-être un peu moins rapide, mais en tout cas, de pouvoir faire face à des moments plus difficiles. Ouais. Qu'est-ce que j'allais te dire, à quel moment tu te sens petit à côté des entrepreneurs? Mais bon, vu ta taille, je sais pas si ça arrive souvent. Non, plus sérieusement, ouais, qu'est-ce qui t'impressionne chez Écoute, tes clients en fait? moi, ce qui m'impressionne, c'est que depuis 3 ans, ils ont vécu toutes les crises. Il y a eu évidemment Covid, Mhm, crise d'approvisionnement, mhm, inflation, pénurie de main-d'œuvre, euh, les conflits mhm. dramatiques qui ont lieu pas très loin de chez nous. Et pour moi, ce qui m'impressionne, c'est leur résilience. C'est quoi la résilience? Parce que souvent je dis résilience et Capacité. humilité, parfois c'est antinomique. Donc, Écoute, en tout cas, force est de constater que toutes ces crises, ils sont en train de les passer. Nous, mhm. on ne constate pas de dégradation du risque. Tu vois, certes, il y a un peu plus d'entreprises qui sont en RJ, mais on revient à des standards finalement, et il n'y en a pas plus qu'avant. Donc pour moi, ça c'est un élément qui est vraiment impressionnant pour moi. Donc c'est leur résilience, leur capacité à passer ces moments difficiles. Le deuxième point que je vois, c'est que finalement, moi, je suis assez impressionné parce que contrairement à un CEO classique d'une grosse boîte comme moi, finalement, ils engagent leur propre argent, ils engagent leur propre capital, et donc ça m'impressionne parce que finalement, on ne peut Ils pas se mettent à s'engager poil, quoi. plus exactement. Exactement. Et après, je pense aussi qu'il y a des traits communs avec eux. Il y a par exemple l'innovation. Que tu sois CEO d'une grosse boîte ou entrepreneur, l'innovation, elle est présente partout. C'est la quête de toujours t'améliorer, Exactement. toujours faire mieux. Et puis, ce qu'on voit aussi, ce qui est impressionnant, c'est la capacité à changer très très vite. Très très vite. Tu vois, quand il y a eu cette remontée des taux l'année dernière, qui a commencé en fin 2022 d'ailleurs, eh bien on voit que tout de suite, ils se sont repositionnés sur la rentabilité, ils ont fait attention à leurs coûts, ils ont fait attention... donc cette Ils ont pas capacité fait à de demande changer de et à prêt, quoi. croître, ouais, c'est vraiment moi ce qui m'impressionne, quoi. Résilience, capacité d'adaptation, c'est C'est des quoi à atouts l'inverse incroyables. la limite? Est-ce que tu les vois par moment, ils sont trop comme ci ou comme ça quand ils viennent te voir peut-être? Écoute, la limite, parfois, leur réseau, leurs investisseurs leur disent qu'à partir d'une certaine taille, ça serait intéressant aussi qu'ils s'appuient sur d'autres compétences. C'est pas pareil de manager une bande de copains où on est une cinquantaine ou une trentaine, une quarantaine, à une entreprise qui a 2000 personnes. C'est pas pareil, c'est pas les mêmes compétences. Donc c'est là où le réseau, où les personnes qui t'aident, qui ont investi, doivent jouer leur rôle et te dire, voilà, maintenant c'est Se le moment de diversifier dans t'entourer. l'entourage, ouais. Exactement, de t'étoffer. Tu peux pas tout faire tout seul. Ah, c'est intéressant ce que tu dis parce qu'on est quand même dans un beau entre-soi, on est dans un beau cluster, Ça. l'écosystème tech, en tout cas à Paris.
Donc sortez de chez vous, les gens. Bref. Ben oui, exactement. Ça arrive bientôt à sa fin, ce podcast. Encore une fois, il y a une question que je voulais te poser, mais elle m'est sortie, c'est pas très grave. Ah bah si, on va Dis-moi. quand même. C'est juste la mini question, je voudrais savoir. Attends, je me recule. Ouais, bah vas-y, parce que tu gères de l'argent, Oui. des milliards, tu gères des milliers de personnes, tu as dit Ouais, 2000, c'est 2000 ça? personnes, exactement. Est-ce que tu dors bien, quoi? Écoute, je dors bien, je vais te dire Sereinement, pourquoi. quoi. Exactement. Parce que d'abord, moi je suis sûr des produits qu'on donne, qu'on propose à nos clients. On peut connaître des crises, mais on saura gérer. Et première chose. Deuxième chose, j'ai des équipes autour de moi qui sont d'un haut niveau de compétences. Et donc je peux te dire que je dors très bien. Dans quoi Et t'es il faut, bon, toi, dans ce cas-là, à gérer deux choses qui sont moi, très, très risquées, quoi? écoute, moi, ce qui me passionne, c'est d'être au cœur des équipes, de pouvoir partager avec eux les projets qu'on a, la vision pour notre banque privée, hein, où on veut être le leader de l'épargne financière et de l'épargne financière durable. On veut être un leader auprès des entrepreneurs, on veut être la banque privée des entrepreneurs. Et ça, c'est des convictions qu'on adore partager. Et c'est le cas de que tu sois entrepreneur, CEO, tu as envie de partager ces convictions, cette énergie que tu as. Parce que voilà, c'est des projets qui sont passionnants. L'argent, c'est le produit, mais le métier, c'est de l'humain, tu dirais? Mais complètement. On fait un métier voilà, d'interaction. Tu vois, hier, je déjeunais avec un chef d'entreprise. Ce midi, pareil. C'est pas moi. Non, c'est pas toi, c'est pas toi, c'est pas toi, c'est pas toi. Pas aujourd'hui. Et voilà, puis c'est des relations qui se créent et qui se nouent, qui sont... voilà, c'est un métier passionnant. Donc d'ailleurs, si tu veux devenir banquier, tu sais que nos portes te sont ouvertes. Oh. Alors pour le moment, je suis très content dans la tête d'un CEO. Mais t'as raison. Société créée il y a quand même 3 mois, donc on va essayer de faire en sorte Bravo, que ça perdure. bravo. Est-ce que l'argent fait le bonheur? Écoute, moi, à cette question-là, sans doute qu'il aide à faire des choses, et c'est déjà beaucoup. Maintenant, c'est vrai que quand on voit ce qui se passe autour de nous, on aimerait, c'est vrai que certaines personnes en aient un peu plus, mais en tout cas, ce qui rend heureux, c'est de se réaliser soi-même. Et bien justement, est-ce que avoir trop d'argent peut être néfaste à ça? Écoute, je sais pas. Peut-être que oui dans certains cas, peut-être que non. Mais ça, c'est personnel, tu dirais. Et puis, il faut pas oublier que on est dans un environnement où on est en concurrence. Tu vois, on parlait d'intelligence artificielle. L'argent qui est investi aux US versus en France, tu vois, ça n'a rien à voir. Et à un moment donné, on a besoin, on a besoin d'investissement si on veut se développer. Et ça, c'est une réalité. Plus facile aux US? Plus facile aux US. Ouais. Tout à l'heure, tu as dit que le job... que le job était le même, mais c'est vrai que les sommes investies n'ont rien à voir. Et mes dernières questions du tac au tac. C'est parti, sur une échelle de 1 à 10, à quel point tu es heureux? Écoute, je dirais 8. Sur une échelle de 1 à 10, à quel point ton job a du sens au quotidien? Ah, je dirais 10. Et sur une échelle de 1 à 10, à quel point ton job te demande de l'effort au quotidien? Je dirais 10. Et j'ai quand même envie de te poser cette question. Parfois je l'ai, parfois je l'oublie. Et là, je ne l'ai pas oublié. Mais c'est un effort positif, hein, juste pour les dernières. Dans tous les cas, quand le sens, le bonheur et l'effort sont élevés, c'est qu'en général, c'est bon. Si tu n'étais pas CEO de cette banque privée, qu'est-ce que tu ferais? Et moi, j'aime faire plein de choses. Donc, tu vois, hier, il y a plusieurs années, j'étais banquier de proximité. J'avais autant de plaisir à aller rencontrer les entrepreneurs en Normandie, dans le nord de la France ou dans l'ouest. C'est mon métier, c'est mon ADN. Donc, c'est ça qui me rend heureux, c'est de rencontrer des gens, de construire avec eux des projets, et en l'occurrence, quand tu es banquier, de les financer ou de les accompagner dans leur placement. Mais en tout cas, ça, c'est un métier qui est juste incroyable parce que tu as un rôle concret dans l'économie qui est réel. Voilà, donc, l'humain, que tu vois. Mais avec des bâtisseurs, des faiseurs. Exactement, et puis moi je suis un de ces rouages-là.
moi, je termine souvent avec un gros mot qui s'appelle merde. Et je dis merde à tous ceux qui nous écoutent, mais je vais te laisser le mot de la fin. En général, je te demande le conseil que tu veux leur adresser. Tu en as déjà donné dans ce podcast, donc je te laisse le mot de la fin, cher Nicolas. Et un grand merci. Écoute, moi, si je devais donner un conseil, c'est de bien s'entourer. C'est souvent utile, alors ça a l'air un peu bateau, mais je crois que dans les moments un peu plus difficiles qu'on est en train de vivre, c'est toujours mieux d'être bien entouré parce que voilà, les choses sont un peu plus dures, il y a plein de choses qui sont plus dures qu'avant là, donc bien s'entourer et puis à nouveau tirer un coup de chapeau à mes équipes qui mettent autant d'énergie finalement à accompagner nos entrepreneurs, donc je voulais leur tirer un grand coup de chapeau. Voilà, tout ça pour vous, chers amis entrepreneurs, or soon to be. Et je crois que la première étape de s'entourer, c'est d'écouter ce podcast. Bravo à tous. Si vous êtes sur la bonne voie. Bon, allez, merci, à très vite pour un nouvel épisode. Merci. Nicolas. Ciao, ciao.